Bienvenue dans ce grand rendez-vous d'actualité, mesdames, messieurs. J'espère que vous êtes en forme puisque nous, on l'est. Très heureuse de savoir que vous êtes très nombreux en train d'attendre cette émission. Le regard de ce soir sera porté sur le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, que vous connaissez très bien, un habitué de cette émission. On le reçoit puisque il y a des questions très importantes, vous le savez. L'actualité est très abondante. Déjà, je lui dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Je vous représente, vous n'êtes plus à présenter, il faut le dire, hein, vous êtes la star du gouvernement, si on peut se permettre à dire cela. Si Lambert Méndé, vous êtes porte-parole du gouvernement, vous êtes ministre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, vous êtes ministre de relations avec les parlements, vous êtes ministre de la communication et médias en même temps. Comment vous vous portez? Aussi bien possible, il n'y a pas de problème. Après beaucoup de choses qui sont arrivées au pays, vous avez quand même le moral serein. Vous savez, les choses sont faites pour arriver et nous sommes obligés de les assumer. Alors, on va commencer avec l'affaire John Kerry qui est déjà passée. Lambert Méndé, il y a eu beaucoup de versions finalement. Chacun a traduit ce que John Kerry a dit à sa manière. Hein. Et aujourd'hui, nous voudrons bien avoir justement la position officielle, la compréhension officielle du gouvernement. Comment résumez-vous ce que John Kerry était venu dire ici au pays? Oh, nous avons reçu très positivement les messages que M. Kerry nous a amenés. Il y avait plusieurs messages, tous aussi intéressants les uns que les autres. Je pense que la polémique qui a été soulevée par un de ces messages en forme de conseil, nous demandant de respecter le prescrit de la Constitution, le calendrier électoral, nous, au gouvernement, nous les plaçons dans la survivance d'une certaine pensée néocoloniale chez certains acteurs politiques de la RDC qui croient 50 ans après l'indépendance que l'histoire du Congo s'écrit à Washington, à Paris, à New York ou je ne sais où. Je pense que Kerry nous a rappelé que notre peuple avait une volonté et qu'il souhaitait que tout le monde puisse organiser les choses conformément à cette volonté du peuple. Alors bon, dire qu'on est venu nous donner des injonctions, la Constitution n'est pas une injonction extérieure. C'est ce que les Congolais se sont donnés comme principe et nous n'avons nullement l'intention de nous en écarter. Donc cette tempête dans un verre d'eau est quelque chose d'assez dérisoire, comme si le Congo était une province des États-Unis. Que Kerry l'ait dit, je pense que n'importe qui pourrait le dire, y compris Kabila, y compris moi-même, y compris nos amis de l'opposition. Alors, il vous a félicité aussi pour votre victoire. Il ne faudrait pas l'oublier, en vous encourageant. En même temps, monsieur le ministre, il a parlé aussi de ce soutien des États-Unis par rapport justement au fichier électoral, aux élections de 30 millions de dollars américains. Est-ce que cela est suffisant par rapport à ce que l'abbé Apollinaire Malo avait demandé? Il avait dit qu'on avait besoin d'au moins 800 millions de dollars. Mais nous n'attendons pas tout d'un seul de nos amis. Nous n'attendons pas tout de l'extérieur. Vous savez qu'il y a eu parmi les résolutions qui sont sorties d'une récente Assemblée générale des évêques de la RDC, parmi celles que nous avions trouvées les plus pertinentes, celles qui nous demandaient de réduire autant que possible la dépendance des institutions congolaises par rapport à des apports qui viendraient de l'extérieur. Donc, si sur 800 millions, les Américains nous en donnent 30, ça veut dire que nous avons besoin de chercher en nous-mêmes, chercher ailleurs, ce qui reste pour compléter. Après tout, ce défi, nous l'avons relevé en 2011. Nous avons financé nos élections nous-mêmes. Une grande partie, en tout cas. Il y a eu quelques soutiens. L'essentiel est venu de nous. Les soutiens n'ont pas été aussi significatifs que vous pouvez le croire. Croyez-moi. Oui, mais quand même, il y a eu des soutiens, on vous a soutenu. Je vous dis que ce n'est pas aussi significatif que vous avez l'impression de le croire. Alors, monsieur le ministre, on revient justement à ce que vous avez appelé des injonctions que John Kerry a données au président de la République. Il n'a pas donné une injonction. Alors, il a été d'une politesse exquise, d'une courtoisie que nous ne retrouvons pas dans les relations que certains font de sa visite ou de ses propos. Alors, peu importe que ce soit une injonction ou pas, Lambert Méndé, comment traduisez-vous lorsqu'il dit Joseph Kabila est encore jeune, il peut encore servir son pays autrement et qu'il faudrait
qu'il soit respectueux des textes. Non, je ne pense pas qu'il a lié ces deux concepts comme vous le faites maintenant. Et puis, je ne sais pas si c'est mon rôle comme ministre d'un gouvernement d'un pays souverain de me transformer en exégèse des mots d'un autre ministre d'un gouvernement souverain. Il a dit Joseph Kabila est jeune. Je ne sais pas s'il a menti. Kabila est très jeune. Il a dit qu'il a fait beaucoup pour ce pays. Je ne sais pas s'il a menti. Tout le monde sait qu'il a fait beaucoup pour ce pays. Il a dit qu'il a encore beaucoup à faire pour ce pays. Je ne sais pas s'il a menti. Personne ne doute, vu ce que Kabila a fait, qu'il a encore beaucoup à faire pour ce pays. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'a dit que la vérité. Et que Kabila devait respecter les textes. Ça, c'est un autre thème. À la question, ça, oui, c'est oui. un autre thème. Mais puisque Kabila... Que ça soit collé ou pas, il a dit quand même, Lambert Mende. Mais puisque Kabila passe son temps à vous dire le matin, à midi et le soir qu'il veut respecter les textes, puisque moi, au nom du gouvernement, je vous dis que nous voulons respecter les textes, où est le problème si Kerry dit la même chose? Sincèrement, le débat, il est où? La querelle est où? La dispute, elle est où? Nous disons la même chose. Nous voulons que nos textes soient respectés. Et notre ami dit, il faut respecter vos textes. Où est le problème? Pourquoi est-ce qu'on veut en créer un sujet de controverse? Donc il est venu sincèrement, vous rappeler, c'est une querelle sur le sexe des anges. C'était aussi une sorte de rappel à Joseph Kabila. Vous avez dit que vous allez respecter les textes, mais dans votre pays, un débat se soulève autour de l'année 2016. Joseph Kabila le dit tous les jours, vous-même, vous le dites tous les jours qu'il va respecter la Constitution. John Kerry le sait, donc c'était une sorte de rappel. Mais nous sommes d'accord avec lui. Pourquoi un rappel? Quel rappel? Nous disons que nous voulons respecter la Constitution. Et lui nous encourage à respecter la Constitution. Rappel par rapport à quoi? Il nous encourage à poursuivre dans nos engagements. C'est tout. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un rappel? Comme s'il y avait une position de Joseph Kabila, une position du gouvernement consistant à dire qu'on ne va pas respecter la Constitution. Pensez-vous que le gouvernement américain va envoyer tout un ministre pour réagir aux propos d'un Congolais lambda? Un Congolais dans la cité qui dit qu'on va pas respecter la Constitution, et un ministre américain va venir pour nous dire oui, tel Congolais là-bas a dit ceci, et je voudrais vous rappeler que, comme si c'est ce Congolais-là qui représente notre régime. Non, non, il ne faut pas rêver. Les Congolais ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent même dire que nous voulons que le Congo disparaisse. Ça ne veut pas pour autant dire que le Congo va disparaître. Main sur le cœur, aujourd'hui, ces esprits-là qui s'agitent peuvent s'apaiser, que Joseph Kabila va partir en 2016 finalement. Je ne sais pas s'ils s'apaiseront. Parce que le problème pour eux, ce n'est pas la vérité, vous vous en rendez bien compte. Le problème pour eux, c'est de jeter un peu du discrédit sur une famille politique qui est leur opposé, une famille politique qui est leur adversaire politique. C'est un combat tout à fait déloyal. Donc, une famille politique qui n'a pas encore des dauphins de Joseph Kabila. Quoi que nous fassions, ils trouveront toujours à redire. Sinon, ils ne seraient pas une opposition. Donc, je ne me fais pas d'illusions. Une famille politique qui n'a pas encore des dauphins jusque-là, il faudrait le dire. Nous n'avons pas encore ouvert ce dossier, ni eux non plus d'ailleurs. Vous avez vu, vous, le candidat de l'opposition? Attention, nous sommes encore à 2 ans et demi des échéances. Pourquoi vous voulez nous distraire avec ce débat? Nous n'en sommes pas encore là. 2 ans et demi des échéances. Ce n'est pas John Kerry qui met les problèmes à l'agenda ici. Hein. C'est nous-mêmes qui mettons nos problèmes à l'agenda. Et moi, je vous dis clairement, Barbara, que ce problème n'est pas encore à l'agenda. Alors, monsieur le ministre, le gouvernement a totalisé 2 ans. Oui. Aujourd'hui, au regard de ce que vous avez accompli, vous êtes fier justement de continuer à porter ce surnom de surdoué, de porter ce surnom de technocrate finalement. Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes, surdoué, technocrate, je ne sais pas. Est-ce que moi je suis un technocrate? Je ne crois pas. Ce serait un mensonge si quelqu'un vous disait que je suis un technocrate. Donc il y a et des politiques et des technocrates dans ce gouvernement. Surdoué, c'est à nous de nous accoler des satisfecits. C'est la population, c'est l'opinion publique, aussi bien nationale qu'internationale, et je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Et nous voyons les gens réagir, aussi bien en interne qu'en externe. Alors, qu'est-ce qui n'existe pas il y a 2 ans passés et qui existe aujourd'hui concrètement? Il y a une politique tout à fait volontariste de ramener de l'ordre dans la vie économique de notre pays. Je ne pense pas que cela existait auparavant. Il y a un arrimage tout à fait maintenant irréversible dans le développement économique par la construction des infrastructures. Il y a une ouverture sur le social par la généralisation de la construction des infrastructures sociales que sont les écoles, les hôpitaux. Tout cela n'existait pas, à moins que nous ayons vécu dans un pays rêvé. Alors finalement, Joseph Kabila, je vais vous rappeler, le 20 décembre, si je ne me trompe pas, il a
consacrer son mandat au social. L'objectif a été atteint finalement avec Matata Ponyo. L'objectif est en train d'être atteint et tout ce qui a été fait n'a pas été le fait de ce dernier gouvernement. J'ai participé aussi aux autres gouvernements. Il y a des choses qui ont été faites et dont on assiste maintenant à la confirmation. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé et qui se terminent maintenant. Il y a beaucoup de choses qui commencent maintenant, qui se termineront, qui sait, avec d'autres. Peut-être quand l'opposition sera déjà au pouvoir, qui sait. Donc, il ne faut pas nier les évidences parce qu'on est en train de juger de l'action d'un autre. Il faut être suffisamment objectif. Et monsieur le ministre, aujourd'hui, le social du Congolais, comment vous le jugez? Le social, c'est les écoles pour nos enfants d'abord. Ce n'est pas la bouffe que je vais prendre ce soir. C'est comment mon enfant va se préparer pour demain devenir quelqu'un qui est autonome et qui se suffit à lui-même et qui apporte sa contribution à la vie de la société. Et vous pensez qu'il y a une réussite dans le secteur éducation? Absolument, il y a une montée fulgurante du taux de scolarisation dans le pays. Notre Premier ministre est maintenant à Oman pour recevoir les félicitations du monde entier. À travers l'UNESCO, nous sommes cités en exemple en ce qui concerne le développement du taux de recul de l'alphabétisation, du taux de recul de la déscolarisation et du niveau d'investissement dans le domaine de la scolarité. Nous avons augmenté la part du budget consacré à l'éducation. Nous sommes passés à moins 10%, je pense 7 ou 8, à 16% aujourd'hui. Ce sont des faits. Ça, ce n'est pas des projections de propagande. Oui, mais le Premier ministre, il s'évante tous les jours de la stabilisation du cadre macroéconomique. Ça justement, aussi c'est quelle est la nécessité justement de cette stabilisation, hein, monsieur le ministre? Je viens de vous donner un exemple de cette nécessité. Ce qui nous a été permis d'économiser a été affecté notamment à ces secteurs du social que sont l'éducation et la santé. Je ne sais pas s'il y a des dépenses beaucoup plus importantes que celles-là dans un pays. Alors, Lambert Mende, à la veille de la mise sur pied du gouvernement de cohésion nationale, on voit plusieurs problèmes surgir, plusieurs interpellations, plusieurs problèmes. D'une manière générale, finalement, pensez-vous que ce n'est qu'une simple conspiration ou vraiment il y a des ratés dans ce gouvernement? Je ne sais pas. Lorsque vous dites problème, c'est sérieux, il y a des problèmes. Mais qui est-ce qui vous fait croire que tout problème doit avoir pour cause le gouvernement? Lorsque notre pays est agressé, vous croyez que c'est celui qui est agressé, donc le gouvernement, qui est la cause d'une agression? Non. Pourtant, c'est un problème pour lequel nous devons rendre compte. Mais non, c'est un défi du gouvernement. Mais bien sûr, excusez-moi, j'ai pas encore fini. Allez-y. C'est un problème pour lequel nous devons rendre compte. Puisque c'est le pays que nous gouvernons qui est agressé, la représentation nationale de ce pays a le pouvoir et même le devoir de nous interpeller pour nous dire qu'est-ce que nous faisons pour affronter ce problème. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons provoqué l'agression contre nous-mêmes. Lorsque un pays voisin comme le Congo-Brazzaville expulse de la manière questionnable que l'on sait nos compatriotes, vous pensez que c'est nous qui sommes allés comploter avec les autorités du Congo-Brazzaville pour nous faire donner ce problème-là, où nous recevons plus de 100 000 personnes en moins d'un mois? Non. C'est un problème qui est créé par d'autres situations, mais nous devons en répondre. Vous avez connu un échec dans ce problème. Il faudrait aussi le reconnaître. Mais attendez, allez-y. Nous devons en répondre devant la représentation nationale. Donc, le fait qu'il y ait des interpellations ne nous gêne pour rien au monde. Ça prouve que nous sommes un pays démocratique, que nous devons faire attention dans la solution des problèmes. Ça démontre aussi votre échec. Est-ce que je peux finir? Ça démontre aussi votre échec, Lambert Mende. Ou bien on me fait l'entretien où je finis ce que j'ai à dire. Allez-y, monsieur le ministre. Échec, qu'est-ce que ça veut dire échec? Vous êtes agressé, donc vous avez échoué. On vous envoie des gens que vous n'attendez pas, donc vous avez échoué. Vous avez vraiment beaucoup de facilité à utiliser le mot échec. Lorsque vous ne réussissez pas à relever le défi qui est devant vous, c'est aussi une sorte de... Je ne peux pas répondre à votre question. Allez-y, monsieur le ministre. La ministre de la Justice a été interpellée. Le ministre de l'Intérieur a été interpellé. Si un Parlement n'interpelle pas les ministres, la démocratie, elle gît où? La démocratie gît dans ces interactions entre le Parlement et le pouvoir exécutif. Vous vous en plaindriez? Je ne pense pas qu'un Congolais normal peut se plaindre de ce que le Parlement contrôle l'exécutif. Je pense qu'il faut même se féliciter de la bonne santé de la démocratie. Et à qui doit-on cela? À qui doit-on cela? On doit ça à quelqu'un, à un régime, à un président. Donc il faut quand même se féliciter de certaines choses, au lieu de toujours voir le verre qui n'est pas plein, il faut voir aussi le verre qui est à moitié plein, et pas seulement à moitié vide. Alors, de l'autre côté, il y a eu des déraillements de train. Le ministre de Transport parle
carrément d'une erreur humaine, monsieur le ministre. C'est trop facile, hein, finalement. Ce n'est pas parce que c'est trop facile que ce n'est pas vrai. Parce que le ministre a mis en place une commission technique. Et le ministre Kalumba est un homme très sérieux, croyez-moi, qui ne peut pas cacher à l'opinion des problèmes si ces problèmes-là sont d'une autre nature. Même la déficience humaine nous est absolument opposable. C'est nous qui recrutons ces gens. C'est nous qui les laissons conduire alors qu'ils n'ont pas qualification pour conduire. C'est nous qui les laissons travailler au-delà même d'un âge qu'ils ne peuvent pas parce qu'il a plus de 70 ans. Ce n'est pas une excuse. C'est la reconnaissance d'une responsabilité. Parce que c'est le gouvernement qui gère la Société nationale des chemins de fer. Lorsque le ministre Kalumba vous dit quelqu'un qui avait 70 ans et qui ne pouvait plus conduire a conduit, il dit nous avons commis une erreur. Madame, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. C'est le gouvernement qui est comptable. Et finalement, est-ce qu'il y a eu des sanctions à la SNCC? Les enquêtes viennent de se terminer. On les a rendues hier. Laissez le gouvernement gérer les résultats de ces enquêtes. Vous croyez vraiment que les sanctions ne vont pas tomber? Vous êtes convaincu de cela? Les sanctions tomberont. C'est pour cela qu'on a initié une enquête. De l'autre côté, il y a eu l'ouverture de plusieurs comptes bancaires. Monsieur le ministre, est-ce légal ou illégal? C'est tout à fait légal, le ministre des Finances vous l'a dit. Et quand vous voulez exciper de l'illégalité d'un acte, il vaut mieux dire sur quelle disposition de la loi vous vous appuyez pour proclamer qu'un acte est illégal. Nous n'avons pas entendu cela. Nous avons entendu dire que selon les principes, on ne peut pas. Il faut nous dire un texte de la loi ou de la Constitution qui interdit au ministre des Finances de placer de l'argent pour faciliter des transactions du gouvernement ou démontrer l'irrégularité de telle ou telle autre transaction. Il ne suffit pas de dire des choses comme ça sans les prouver. Alors, il y a une opinion aujourd'hui qui pense que c'était le président du Sénat qui a envoyé les documents à la Radio France Internationale, la RFI, justement pour nuire au Premier ministre au regard de la mise sur pied de ce gouvernement de cohésion nationale, monsieur le ministre. Radio France Internationale, madame, fait son travail, comme vous. Elle cherche des informations lorsqu'elle en trouve ou qu'elle croit pouvoir en trouver en annonçant le faux pour connaître le vrai. Je peux dire que c'est de bonne guerre. Radio France Internationale peut s'inspirer, peut se renseigner auprès de n'importe qui. Et croyez-moi, le président du Sénat n'est pas interdit. Il ne lui est pas interdit de donner une information, si tant est que c'est lui qui a donné l'information. Nous n'avons pas cet élément-là. Mais même si c'était lui, je ne vois pas où est le crime. Il est important que des débats comme ça aient lieu pour qu'on sache comment la nation est gérée. Et nous, au gouvernement, et le ministre des Finances lui-même, et la population ont besoin de ces débats-là. Il ne faut pas dramatiser l'interaction entre le Parlement et le gouvernement. Ce n'est pas un crime que le sénateur qui a interpellé notre collègue a commis. Ce n'est pas un crime non plus pour notre collègue de démontrer qu'il n'y a aucune illégalité dans les actes qu'il a posés. Oui, vous avez parlé que cet argent va servir aux transactions du gouvernement. Cela veut dire quoi, monsieur le ministre, concrètement? Mais le gouvernement opère 1001 transactions par jour. Lorsque des bus arrivent ici, vous croyez qu'on nous les donne gratuitement? Il faut les payer. Lorsque des tracteurs sont achetés, il faut les payer. Lorsque nos compatriotes vont en soins à l'étranger, il faut payer ces soins-là si c'est le gouvernement qui couvre. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites quotidiennement et le gouvernement a pris des dispositions qui sont autorisées par la loi pour pouvoir faciliter ce genre de transactions. Le ministre a très bien expliqué cela au Sénat. Je n'ai pas vu quelque chose qui puisse être redit. Est-ce que ces comptes existaient? Vous personnellement, vous étiez au courant de l'existence de ces comptes, finalement? Est-ce que c'était officiel? Mais je ne sais pas ce que vous appelez officiel. Il suffit que le ministre des Finances, qui a la charge de la gestion des finances de l'État, puisse prendre ses dispositions, que ces dispositions soient conformes à la loi pour que ce soit officiel. Il n'a pas besoin de nous informer, nous tous, qui n'avons pas la charge des finances publiques de l'État. Il est le ministre responsable de ce secteur et selon la Constitution, madame, le ministre est chef de son ministère. Et il est responsable, c'est pourquoi il est seul à comparaître au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Il est responsable aussi d'une manière indirecte, il faudrait le dire d'une manière directe, mais d'une manière indirecte, cela aussi engage le Premier ministre, parce qu'il c'est un ministre délégué aux finances, délégué... Oui. Mais le ministre a expliqué, nous parlons de quoi? Qui est-ce qui a convaincu le ministre des Finances d'avoir commis une faute pour que le Premier ministre soit responsable, ou lui-même le ministre? Il a prouvé que c'était totalement légal et nous attendons jusqu'à présent
qu'on nous montre le caractère illégal de ce qui a été fait. Donc il a prouvé ça sur base des dispositions de loi Qui existent aujourd'hui en RDC, c'est ça. Qui existe aujourd'hui, qui parle si de la légalité. Modifier pour interdire au gouvernement d'ouvrir des comptes dans des banques commerciales pour faciliter ces transactions, il faut modifier la loi. Alors, un autre dossier, c'est celui de Refoulé de Brazzaville. Monsieur le ministre, aujourd'hui, Brazzaville vous a donné quelle raison officielle, justement, qu'il a poussé à refouler les compatriotes, même ceux-là qui avaient de cartes de résident d'une manière indécente? Vous l'avez vu, monsieur le ministre, d'abord, les raisons officielles que le gouvernement du Congo-Brazzaville a avancées. Officiellement, le Congo-Brazzaville nous a informé après coup, c'est important de retenir cela, après coup, que ce sont des raisons d'ordre public et de sécurité intérieure, dans la mesure où il y aurait eu beaucoup d'actes criminels dans le chef d'étrangers, d'une manière générale, qui vivent au Congo-Brazzaville. Il a donc été décidé de procéder à un contrôle, une sorte d'opération coup de poing, pour sortir du pays tous les étrangers ne disposant pas de documents régularisant leur séjour sur le territoire de la République du Congo-Brazzaville. Ce qui nous pose problème, c'est qu'il y a eu en tout, d'après les renseignements officiels nous communiqués par le Congo-Brazzaville, 1400 et quelques, en tout cas moins de 2000 Congolais qui étaient concernés par cette opération d'expulsion. Mais il se fait que les conditions dans lesquelles ces expulsions ont été opérées, les lynchages qui ont suivi, qui ont entouré ces expulsions, les opérations de mise à l'index, la délation et même les abus contre certaines personnes qui avaient tous les papiers requis ont provoqué un mouvement de panique au sein de notre colonie au Congo-Brazzaville, c'est toujours les Congolais de Brazzaville qui nous le disent, et ont entraîné donc le départ volontaire de presque 100 000 de nos compatriotes qui vivent là-bas, il y en a beaucoup plus, hein, mais presque 100 000 ont décidé de revenir pour ne pas avoir à subir les humiliations et les autres tracasseries que ceux qui étaient expulsés régulièrement avaient subies. Là est l'explication officielle qui nous est donnée, et nous de dire que même pour les 1400, il n'est pas permis, selon les accords régionaux qui existent et le droit international, d'expulser des gens dans des conditions qui violent leurs droits élémentaires, leur dignité de personne, qui portent atteinte à leur propriété. Amener quelqu'un à tout laisser à Brazzaville, lui arracher son argent, lui arracher ses petits biens, tout cela est interdit par des dispositions internationales et régionales auxquelles le Congo-Brazzaville fait partie. Et alors, pour le reste, les 100 000 que nous avons reçus, je pense que c'est tout à fait explicable par le fait que des comportements tout à fait humainement inacceptables ont été observés et que les gens avaient raison de craindre. On va faire un petit pas rétrospectif, monsieur le ministre. Finalement, il y avait d'abord le vice-ministre des Affaires étrangères qui était allé là-bas pour parler de cette affaire. On a vu le ministre lui-même des Affaires étrangères qui est allé là-bas pour parler de cette affaire. Finalement, et le président du Sénat. Le président du Sénat est allé après, bien avoir. Comment justement traduisez-vous cela, hein? C'est-à-dire, on mène des démarches diplomatiques, vos collègues arrivent quand même et tout, mais finalement, il n'y a pas de changement, ils continuent à faire cela. Non, je pense que c'est trop dire que d'affirmer comme ça qu'il n'y a pas de changement. Non, madame, il y a des petits changements, c'est pas suffisant, mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de changement. D'abord, nos compatriotes, lorsqu'ils venaient dans l'attente des bateaux qui devaient les amener à Kinshasa, hypothétiques bateaux, parce que nous avons dû maintenant louer nous-mêmes des bateaux privés pour ramener nos compatriotes, ils étaient exposés à toutes les intempéries. Au beach, il y avait même des femmes qui accouchaient, il y avait des morts, etc. Finalement, toutes ces visites, la visite du gouverneur de la ville-province, le président du Sénat, les ministres, etc. Les contacts, il y a eu 2 contacts au sommet avec le président de la République du Congo-Brazzaville, ont permis d'au moins améliorer la situation de ceux qui attendent. On les a délocalisés du beach pour aller vers l'ancien hôtel Cosmos, où ils sont au moins à l'abri. C'est quelque chose. On a aussi créé un système de soutien avec de l'argent qui est parti de Kinshasa, qui est géré par nos gens, qui ont été acceptés là-bas, avec l'ambassade.
on parvient quand même à assurer une aide médicale, une aide alimentaire sommaire pour des gens. C'est des dizaines de milliers, des gens qui sont en attente. Ne voyez pas seulement ceux qui sont ici. Même ceux qui sont à Brazzaville sont des Congolais auxquels nous devons absolument les secours. Donc il y a eu quand même quelques améliorations et pour l'instant, je pense qu'on a décidé que c'est sous le contrôle, la supervision d'une commission mixte que les refoulements vont continuer à se faire. Alors, parce que nous n'avons pas dit que le Congo-Brazzaville n'a pas le droit de refouler. Il ne faut pas rêver. Alors, monsieur le ministre, on a vu des images des femmes qui ont été déshabillées justement par les gardes présidentiels. Monsieur le ministre, cela est venu juste bien après ce déplacement du ministre des Affaires étrangères. Ces images existent depuis bien avant, hein, laissez-moi vous le dire. Elles ont été publiées peut-être après, nous au gouvernement, nous les avions, et ça fait partie de ce contentieux que nous sommes en train de discuter. Vous l'avez vu, mais vous n'avez pas dénoncé cela, monsieur le ministre. Vous avez dénoncé cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez que nous sommes dans une cour de récréation? Lorsque nous voyons des problèmes comme ça, nous en parlons avec les premiers concernés, qui sont les autorités responsables des militaires, auteurs de ces faits-là, auxquels nous demandons des poursuites. Dénoncer, ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas une ONG. Nous sommes là pour que justice soit faite à nos compatriotes. Nous sommes là pour que réparation leur soit accordée. Nous sommes là pour éventuellement saisir la justice internationale si nécessaire. Nous, on n'est pas là pour aller crier sur tous les toits ce que nous faisons. Nous faisons notre travail, madame. Et laissez-nous le faire. Il y a le général Ndengue aujourd'hui qui est poursuivi, hein, d'ailleurs, qui doit aller comparaître à la Cour pénale internationale. Votre réaction? Je ne sais pas s'il doit aller comparaître à la Cour pénale internationale. Je sais que nous avons articulé un certain nombre de griefs à l'égard d'un certain nombre d'officiels congolais, je ne sais pas s'il est parmi eux, ce n'est pas mon rôle ici de vous donner des noms, auprès du gouvernement de la République du Congo d'abord. Vous savez que la Cour pénale internationale est une justice de complémentarité. Tout commence d'abord dans le pays dont l'officier fautif ou le citoyen fautif est ressortissant et qui peut résoudre ce problème-là. Nous essayons d'abord d'épuiser ces procédures-là avant d'aller plus loin. Mais c'est vrai que des idées sont émises ici et là pour que la justice internationale soit directement saisie. Nous ne sommes pas opposés, mais cela ne peut pas nous empêcher de commencer par interpeller nos homologues du Congo-Brazzaville. Monsieur le ministre, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Que répondrez-vous à ceux-là qui pensent que c'est une sorte de machination de Joseph Kabila lui-même? C'est Joseph Kabila qui est derrière ça. C'est Joseph Kabila qui a appelé ses homologues pour justement expulser ses compatriotes pour un objectif qui ne dit pas encore son nom. Donc on sait seulement qu'il a demandé à son homologue de les expulser, mais on ne connaît pas le motif. Non, c'est tellement infantile que je ne peux pas y répondre. C'est tellement bas, c'est tellement ridicule. Et aujourd'hui, vous ne les encouragez pas à rentrer, à pouvoir rentrer, même ceux qui sont... Non, encourager, non. Nous leur disons simplement que leur pays les attend s'ils veulent revenir. Leur pays est à leur disposition s'ils sont forcés de revenir. C'est tout ce que nous pouvons dire. Nous ne pouvons pas dire à une femme qui est mariée d'abandonner son mari. Nous ne pouvons pas dire à un homme qui a des enfants là-bas d'abandonner ses enfants. Mais s'il estime que son salut réside dans le retour, la porte de la maison est ouverte. Si quelqu'un les force à revenir, la porte de la maison est ouverte. C'est ce que le gouvernement dit. Et lorsqu'ils sont en train d'arriver ici, ils arrivent dans quel genre de conditions? Quelles sont les dispositions prises, monsieur le ministre, pour qu'ils soient finalement bien, monsieur le ministre? D'abord, être bien pour un Congolais qui rentre du Congo-Brazzaville, c'est retrouver sa famille, retrouver sa communauté. C'est pourquoi il y a un gros effort qui est fait pour faire en sorte que dès qu'ils arrivent, sans perdre beaucoup de temps, ils soient acheminés vers leur lieu d'origine. C'est ce qui est fait pour les gens du Bas-Congo, ce qui est fait pour les gens de Bandundu. Aujourd'hui, un deuxième ou plutôt un troisième bateau pour Mbandaka est en cours. Plus d'1 millier déjà ont déjà regagné Mbandaka quand on compte ceux qui sont en train de partir. Alors il y a un gros nombre de gens qui prennent un peu plus de temps pour rejoindre leur famille. Ces gens, nous les accueillons. Nous avons été bien sûr surpris par le nombre. Personne ne peut vous dire qu'il peut recevoir 100 000 personnes en 3 semaines et être prêt à le faire, quels que soient les moyens dont le pays dispose. Donc nous avons eu quelques difficultés au départ. Nous les avons résolues maintenant parce que nous avons aménagé des lieux beaucoup plus confortables. Est-ce que je peux finir? Notamment à Maluku, où nous avons commencé à... Nous avons terminé même à les transférer. Il n'y a plus personne dans ce cloaque qui était devenu finalement le stade de Cardinal Maloula. Alors, monsieur le ministre, finalement, est-ce la pauvreté qui fait en sorte que les Congolais puissent partir de leur pays,
ou c'est leur propre volonté d'après vous? Est-ce la pauvreté qui fait qu'il y ait plusieurs millions de Chinois en Europe et aux États-Unis? Est-ce la pauvreté qui fait qu'il y ait 4 millions de Libanais à l'étranger? Est-ce la pauvreté qui fait qu'il y ait des Sénégalais qui meurent sur la mer Méditerranée pour pouvoir aller en Europe, madame? La mobilité est un droit de l'homme. Mais le Congolais traduit quelle image? Excusez-moi. Finissez. La mobilité est un droit de l'homme. Si un Congolais décide de partir, s'expatrier, pour des raisons économiques, c'est la pauvreté. Pour des raisons politiques, c'est la démocratie. Pour des raisons personnelles, c'est la psychologie. Qui êtes-vous pour lui dire de ne pas partir? Qui êtes-vous? Quel est ce gouvernement-là qui aura la légitimité de dire à un Congolais ne pars pas? De quel droit? La mobilité est un droit de l'homme. Tous les peuples, excusez-moi, tous les peuples sont mobiles. Il n'y a pas que les Congolais. Savez-vous combien de Rwandais il y a à l'étranger aujourd'hui? Monsieur le ministre. Et ceux-là qui sont partis, vous croyez qu'ils sont partis sous notre régime? Quand les Brazzavillois chassent nos compatriotes, quel terme ils utilisent? Depuis que M. Kabila est au pouvoir, nous appelons Congolais. Est-ce qu'on les appelle Congolais à Brazza quand on les chasse? Excusez-moi, on les appelle Zaïrois. Nous avons chassé les Zaïrois. Donc attention, il faut tenir compte de la globalité du phénomène au niveau mondial. Il faut connaître la linéarité du problème au niveau national. Alors justement, et cesser de jeter des pierres sur qui n'est pas responsable. Avant d'entamer le niveau international, je rentre encore à Brazzaville. Vous avez dit que le gouvernement brazzavillois vous avez donné des raisons, entre autres la criminalité. La criminalité, justement aujourd'hui. Les Sénégalais, que ce soit les Maliens qui sont à Brazzaville, ne sont pas traités de Koulouna. Monsieur le ministre, les Sénégalaises ne sont pas traitées des putes comme justement ici. Quelle est l'image, s'il vous plaît? Quelle est l'image aujourd'hui du Congolais? Monsieur le ministre, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Ouais. Quelle est l'image que le Congolais transmet aujourd'hui à l'étranger, monsieur le ministre, finalement? Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez sur les réseaux sociaux, quand vous parlez avec les compatriotes brazzavillois, s'il vous plaît... Ils sont animés par l'opposition, madame, soyez honnête. Pourquoi animé par l'opposition? Et pourtant c'est plus les pouvoirs qui a plus de moyens. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Finalement, c'est pourquoi aujourd'hui le Congolais est traité de Koulouna, des putes. Pourquoi seulement le Congolais, monsieur le ministre, d'une manière générale? D'abord, vous ne dites pas vrai. Là, en tout cas, c'est votre point de vue. Les téléspectateurs connaissent la vérité. Je suis mieux informé que vous. Je respecte votre point de vue. C'est votre point de vue qu'on respecte. Koulouna, c'est un terme qui n'est pas appliqué simplement lorsqu'il s'agit de Congolais. Koulouna, même ici au Congo, Kinshasa, lorsqu'on attrape un petit bandit qui vient d'Angola ou du Congo-Brazzaville ou du Liban, on l'appelle Koulouna. C'est un terme qui est devenu générique. Qu'est-ce que vous me racontez là? Koulouna, ça veut dire Congolais. Et le mot pute, quelle insulte pour vos sœurs. Vous croyez que le mot pute est congolais? Le mot pute existe partout. Madame, est-ce que je peux vous rappeler qu'on appelle ça le plus vieux métier du monde? Vous croyez que nous sommes le plus vieux pays du monde? Il y avait des putes avant même Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous racontez? Vous croyez qu'à Paris, les malfaiteurs les plus importants dans les communautés étrangères sont congolais? Vous croyez que même à Bruxelles, notre ancienne colonie, ce n'est pas les Arabes qui sont considérés comme à rejeter par rapport aux Congolais? Chaque pays a ses spécificités, madame. Ne généralisez pas pour flageller les Congolais. Nous avons un problème avec Brazzaville. Ce n'est pas un problème qui est de niveau mondial. En tout cas, Lombert Mende, vous le savez au moins aujourd'hui que la plupart des personnes qui avancent la raison en disant que la République démocratique du Congo, il n'y a pas d'emploi, les gens souffrent là-bas. La plupart des personnes qu'on a pu rencontrer à l'étranger, monsieur le ministre, si vous avez rencontré des gens qui sont partis pour des raisons juste psychologiques, parce qu'ils veulent, moi j'en ai rencontré aussi. Excusez-moi, monsieur François Hollande est impopulaire aujourd'hui en France, pourquoi? Pouvez-vous me donner la raison? L'emploi, madame. Alors ne dites pas que c'est au Congo qu'il n'y a pas d'emploi et que les gens font ceci à cause de l'emploi. Les taux de chômage de la France, vous avez l'audace, monsieur le ministre, vous avez cette audace de comparer, de faire la comparaison. Et vous avez l'audace de vouloir réduire les problèmes d'emploi à la seule République démocratique du Congo. Au Sud-Soudan, il y a des emplois. En Centrafrique, il y a des emplois. Au Burundi, il y a des emplois. Qu'est-ce que vous racontez là? Le sous-emploi est un phénomène mondial. Pourquoi vous avez envie comme ça de flageller notre pays? Pour quelle raison? Où est-ce qu'il n'y a pas de problème d'emploi des jeunes? Qu'est-ce que vous racontez? Je ne vous comprends pas. Monsieur le ministre, finalement, aujourd'hui, l'image du Congolais à l'étranger est bonne, d'après vous? L'image du Congolais à l'étranger est salie, travestie par une opposition qui n'a pas de projet et qui passe son temps derrière des petits écrans d'ordinateur à propager une fausse image de son pays. On construit une autoroute. D'abord, il dit qu'on ne construit pas des autoroutes parce qu'on est incapable.
Et lorsqu'on construit une autoroute, il dit on ne mange pas la route. Vous comprenez qu'avec des gens comme ça, c'est difficile de pouvoir répandre une image positive. Tous les pays ont des problèmes. C'est ce que j'essaie de vous dire, Barbara. Il y a des pays qui ont plus de problèmes que nous. Je vous le dis, vous le savez. Et donc il ne faut pas mettre tout l'enfer sur la République démocratique du Congo. Nous au moins, nous essayons d'en sortir maintenant. Nous au moins, nous accueillons nos gens qui rentrent. Même si c'est dans la boue, avant de leur trouver les facilités qu'ils ont maintenant à Maluku. Au moins, nous les accueillons. Ce n'est pas le cas partout. Il ne faut pas raconter des choses que vous ne savez pas. Monsieur le ministre, oui, il y a des constructions des routes, bien sûr, mais quelques routes aussi se dégradent vite. Cela est dû à quoi? Mais l'essentiel pour une route, c'est lorsqu'elle se dégrade, qu'on puisse la remettre en état. C'est ça le rôle d'un État, c'est pourquoi l'État ne disparaît jamais. Donc on construit une route nous serons morts, d'autres vont qui coûte réaménager beaucoup ces au routes. Gouvernement et ça se dégrade. Vous avez et déjà vu? Le gouvernement revient encore, vous le trouvez normal. Est-ce que vous connaissez un type de construction de route où on vous garantit qu'il ne se dégradera jamais? Ça n'existe pas. Après combien de temps? Après combien de temps, monsieur le ministre? Ça n'existe pas. Soyons logiques, s'il vous plaît. Après combien de temps? Ça n'existe pas. Nous sommes un pays tropical, madame. Le meilleur ennemi de la route, c'est l'eau. Et ici, il tombe plus d'eau que partout ailleurs. Donc c'est normal qu'il y ait des dégradations. L'essentiel, c'est qu'on puisse entretenir. Et je vous dis que là, au moins, le bas blesse. Je suis d'accord avec vous que l'entretien ne suit pas. Mais il ne faut pas dire que rien n'est fait. Alors, faut pas dire que rien n'est fait. Monsieur le ministre, l'avant-dernier dossier, c'est l'affaire de mort au stade de Martyrs. Monsieur le ministre, d'abord, qu'est-ce qui est arrivé finalement? Parce qu'il y a plusieurs versions. Certains disent qu'ils sont morts par accident. Les autres parlent des policiers qui ont tiré carrément à bout portant. Monsieur le ministre, c'est quoi la version officielle? Des policiers qui tirent et on ne trouve aucune balle. D'abord, dans aucun des 15 corps de nos frères qui sont décédés, qui appartiennent pour la plupart au club de Vita comme supporters ou sympathisants, on a extrait aucune balle. Il n'y a aucune autopsie qui a révélé qu'il y ait quelqu'un qui soit mort par balle. Tous sont morts par étouffement dans cette regrettable bousculade. Dans les 23 blessés, dont 21 déjà sont libérés, ont quitté les hôpitaux, il n'y en a que 2 qui nous inquiètent encore, aucune balle. Alors ils ont tiré à bout portant dans quel monde? Le monde imaginaire. Personne n'a tiré parce que personne n'était armé. Il n'avait que des armes non létales, des grenades lacrymogènes. Il faut dire que quand même c'est une désolation. Donc désolation. c'était un accident. Nous sommes désolés. Nous sommes vraiment dévastés que 15 jeunes meurent comme ça. Nous dirons pour rien. Pour rien. Parce que les gens manquent de discipline. Au niveau de nos clubs sportifs, au niveau de nos groupes de supporters, peut-être au niveau de notre police, qui n'ont pas bien surveillé les portes. Vous venez de dire que oui, vous êtes désolé, mais quelles sont les dispositions prises justement pour que cela ne puisse plus se reproduire? Mais madame, il se tient maintenant au niveau du ministère de l'Intérieur des réunions non-stop tous les jours. Moi-même, j'y participe, où nous avons passé en revue toutes les responsabilités. Nous avons chargé une équipe d'experts de nous préparer un rapport sur base des termes de référence que nous leur avons donnés. Ce rapport arrivera et des dispositions vont être prises de manière définitive. Entre-temps, nous avons pris des dispositions urgentes qui permettent aujourd'hui à la CAF de maintenir le match de dimanche entre Zamalek, le club égyptien, et l'AS Vita Club. Nous avons bien sûr décidé de rendre indisponible certaines parties du stade, mais si la Confédération africaine de football a accepté que ce match se tienne, c'est qu'elle fait confiance aux mesures qu'avec la FECOFA, le gouvernement a prises pour sécuriser le stade Tata Raphaël. Alors, Lambert Mende, on va conclure avec l'affaire Amnesty. Comment évolue-t-elle? Ça se passe très bien. Les libérations se poursuivent à un rythme bien sûr normal, parce que le rythme doit suivre l'arrivée des actes d'engagement signés par les personnes éligibles à l'amnistie au niveau du ministère de la Justice. Je sais que les intéressés trouvent le temps long, mais il faut le temps que ces actes d'engagement, signés pour la plupart dans des camps de réfugiés, notamment au Rwanda et en Ouganda, arrivent dans les ambassades de nos pays respectifs, quittent les ambassades pour arriver à Kinshasa, au ministère de la Justice, et qu'on puisse les traiter avant que l'ordre de libération ne soit donné au procureur général de la République ou à son collègue, l'auditeur général des forces armées. C'est le rythme de l'exécution d'une loi, mais que tous se rassurent, pendant 6 mois, il n'y aura que des libérations. Et parallèlement, il y a des investigations qui continuent à être menées, justement pour détecter les rebelles, des personnes qui ont commis des crimes. Ces investigations ont déjà été menées, Barbara. Ça fait un temps
que notre appareil judiciaire l'opération était déjà clôturée. L'identification des criminels, elle a déjà été faite, parce qu'on n'est pas criminel par hasard. On est criminel pour avoir posé des faits. Pendant les discussions de Kampala, une liste de personnes non amnistiables a été rendue publique, une première liste. Après Kampala, 2 autres listes de personnes non amnistiables ont été rendues publiques. Ces gens savent ces listes, s'il vous plaît, on peut le considérer comme des listes définitives. Ça ne dépasse pas 150, je ne pense pas. Ces 2 autres listes... Sauf si entre-temps, un citoyen congolais dénonce quelqu'un qui n'y figure pas comme ayant posé des actes, justement, qui l'exclurait du bénéfice de l'amnistie. Et quel sort pour Roger Lumbala, finalement? Roger Lumbala n'est pas amnistiable. Il est sur la liste de personnes non amnistiables. Et Honoré Ngbanda? Honoré Ngbanda n'est pas amnistiable, mais beaucoup de gens du groupe Honoré Ngbanda sont amnistiables. Tout comme beaucoup de gens du groupe Roger Lumbala sont amnistiables, mais eux-mêmes ne le sont pas. C'est un problème de responsabilité individuelle. Alors, l'affaire Coutinho Fernando, le pasteur Denis Lessi va être libéré finalement. Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République ne peut pas accorder une faveur, une sorte de grâce présidentielle à ce pasteur qui est malade jusqu'aujourd'hui, qui est en train de souffrir, et sa famille souffre aussi énormément que lui, monsieur le ministre? Est-ce impossible ou est-ce possible? En ce qui concerne la grâce présidentielle, laissez-moi vous expliquer que le président est tenu, là aussi, par la loi. Le président n'accorde pas des grâces de manière arbitraire. Il y a des catégories de criminels qui ne peuvent pas bénéficier d'une grâce présidentielle. Et l'amnistie est la forme la plus étendue de ce que vous pouvez appeler la générosité des institutions, que ce soit le président, le Parlement ou le gouvernement qui a initié la loi d'amnistie. Parce que la loi d'amnistie couvre même des gens qui n'ont pas encore fait l'objet de poursuites, couvre même des gens qui sont fugitifs. Mais il y a aussi des restrictions, peut-être moins importantes que celles qui restreignent le droit de grâce et les libérations conditionnelles que le gouvernement peut accorder à travers la ministre de la Justice. Mais en ce qui concerne l'amnistie, si vous êtes coupable d'une des infractions qui rendent leur commission inamnistiable, vous ne pouvez pas bénéficier. La question n'est pas individuelle. Il ne faut pas venir nous jeter sur la table le cas de X ou Y, et en l'espèce, le cas du pasteur Coutinho. Il faut simplement... La favorisation de la cohésion nationale. C'est une sorte de demande, monsieur le ministre. Il faut juxtaposer Allez-y. Le nom du pasteur Coutinho, son dossier, avec les conditions pour bénéficier de la loi d'amnistie. Est-ce qu'il n'est pas auteur de crimes contre l'humanité? Est-ce qu'il n'est pas auteur de crimes de guerre? Est-ce qu'il n'est pas auteur de recrutement d'enfants soldats? Est-ce qu'il n'est pas auteur de telle ou telle autre incrimination? Parce que l'assassinat fait partie des crimes contre l'humanité. Et donc, si il ne rentre dans aucune de ces catégorisations, il bénéficie de la loi d'amnistie. Si il rentre dans une de ces catégorisations, que nous l'aimions, que nous ne l'aimions pas, la loi doit s'appliquer. Et le président ne peut pas se mettre au-dessus de la loi parce qu'on le lui demande. Même pas pour la grâce présidentielle, c'est pas possible. Non, non, la grâce présidentielle exclut plus encore de catégories que l'amnistie. Si vous ne bénéficiez pas de l'amnistie, il est difficile que vous soyez éligible au droit de grâce. Non. Alors, monsieur le ministre, on va conclure justement. Kabila est attendu chez François Hollande et vos compatriotes qui sont à l'étranger, qu'on appelle communément les combattants résistants, parlent d'ailleurs d'attendre Joseph Kabila pour justement lui donner ce qu'il lui attend là-bas, et ils vont saccager les ambassades de la République démocratique du Congo-Brazzaville. Est-ce que cela peut modifier l'agenda du président de la République? Nous entrons là dans l'irrationnel. Vous allez saccager l'ambassade du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville parce que le Congo-Kinshasa a subi quelque chose de la part du Congo-Brazzaville. Qui va suivre une telle rationalité? En tout cas, pas notre peuple. Deuxièmement, on attend le président Joseph Kabila. C'est de l'infantilisme. Joseph Kabila était à Paris il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il passe par l'Europe partout, lorsqu'il est invité par ses pairs. Il a été accueilli vraiment d'une manière officielle? Alors, ou il est entré par... part pour qui? Mais il part pour qui? Il part pour les officiels? Est-ce que c'est la communauté congolaise qui l'a appelé? Madame, placez les choses là où elles sont. Qui appelle Joseph Kabila? C'est ceux que vous appelez les combattants qui l'invitent pour lui faire subir ce que vous dites, c'est pas faire subir. Il est invité par le gouvernement de la République française. Il est invité par le président François Hollande. Alors, et il y a ces compatriotes qui sont aussi là-bas. Excusez-moi, oui.
Quelqu'un d'autre invite quelqu'un et c'est d'autres qui vont lui dire je ne sais quoi. Où est-ce qu'ils vont le voir pour le lui dire? Il ne verra que les Congolais. Ils vont pas se rencontrer, ils vont pas même mais il ne verra que les Congolais qui le veulent voir. Ils doivent même pas accueillir leur chef de l'État. Ah bon? Ils peuvent accueillir donc même. c'est un accueil maintenant. Je croyais qu'ils allaient lui jeter des œufs pourris. Non. Il faut savoir de ce dont vous parlez. C'est une sorte d'ironie, monsieur le ministre. Non, excusez-moi. Oui. Je voudrais savoir de quoi vous parlez. Un chef d'État qui arrive quand même sur un sol, quand même il doit être accueilli aussi par ses compatriotes qui sont là-bas. Allez-y. C'est ridicule. Vous croyez cela lui fait quoi lorsqu'il voit ses compatriotes vivant là-bas qui lui crient dessus, qui ne dites pas la vérité. Quand Joseph Kabila était à Paris dernièrement, il y a eu un accueil chaleureux, comme on l'a vu avec d'autres présidents africains, monsieur le ministre. Est-ce que vous n'avez pas vu les Congolais accueillir Joseph Kabila? Vous êtes aveugle quand on l'accueille et vous ne regardez que lorsqu'on l'insulte. Il y a un groupe important de Congolais, peut-être de même volume, qu'il a accueilli. Moi, j'ai vu ça. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas que des gens qui n'aiment pas Kabila dans la communauté congolaise à Paris. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Vous pouvez avoir des amis dans la communauté dite des combattants. Sachez qu'il existe d'autres communautés aussi importantes, qui sont congolaises aussi, qui aiment Joseph Kabila, qui l'ont accueilli la fois passée, qui vont l'accueillir cette fois-ci. Je peux parier avec vous, nous ramènerons des images. Alors, Lambert Mende, on va conclure aujourd'hui. Que vous inspire cette parole de Kofi Annan qui disait « L'Afrique s'émeurt, faute de ses dirigeants ». Bien sûr que nous avons des problèmes parfois avec les dirigeants africains. Nous avons eu des problèmes dans ce pays. Ceux qui nous ont mis là où nous essayons de sortir et que vous essayez de nous coller leurs fautes. Il y a des Aïrois qu'on chasse du Congo-Brazzaville, vous dites c'est Kabila. Vous savez très bien qui a provoqué le départ de tous ces gens, la plupart, en tout cas 80% de ces gens vers Brazzaville. Vous savez qui a paupérisé ce pays. Vous savez qui a stoppé le développement économique de ce pays, qui a provoqué le départ massif des Congolais vers l'étranger, mais il vous plaît toujours de ne parler que des 10-12 dernières années. Donc ces gens-là, effectivement, ont été la maladie de l'Afrique. Les Bokassa et tout ça, vous croyez que c'est quelque chose dont nous pouvons être fiers? Pas du tout. Il a raison de parler comme ça. Il faut que nous ayons d'autres types de dirigeants. Lambert Mende, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que, mesdames, messieurs, on a reçu Lambert Mende. Il est porte-parole du gouvernement. Il est ministre de la communication et médias de la République démocratique du Congo, ministre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, mais aussi des relations avec le Parlement. Mesdames, messieurs, j'étais très heureuse de vous présenter cette émission que vous allez suivre sur Congo Web. Tout d'abord, vendredi à partir de 20h40, mais aussi sur la radio-télévision nationale congolaise, mais aussi sur Facebook, Barbara Yakonzo Linzimbi. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur Congo Web. À très bientôt.